bonjour, ça. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couple qui a le regard tourné souvent vers le sol et les promesses de trouvailles cachées de notre vue pendant des milliers d'années. Stéphane et Anne sont des fidèles Vexinois qui partagent leur temps entre le travail de professeur et leur passion pour l'archéologie dans le Vexin. Imaginons le Vexin d'il y a plus de 35 000 ans, habité par l'homme préhistorique qui était chasseur-cueilleur et qui traversait le Vexin. Il utilisait des outils qu'il fabriquait lui-même et bien évidemment, il a laissé des traces de son passage derrière lui. Mais Stéphane et Anne ne sont pas très différents. Eux aussi sont des chasseurs-cueilleurs. Mais eux, ils chassent le passé et ils cueillent les preuves de son existence. Et après, ils publient leurs recherches dans des livres comme celui-ci. Je vous invite à découvrir leur histoire par vous-même en partant pour un voyage dans le Vexin d'il y a 35 000 ans avant notre ère. Bon voyage. Donc, Stéphane, vous pouvez voir, en fait, Stéphane et Anne, vous pouvez voir cet écran-là. Stéphane, est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous ce qui a provoqué votre intérêt pour l'archéologie? Oui, pardon. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, il faut le Très tenir. près. Ok. Bien, ça. Habitué. En tant qu'enseignant, on n'a pas besoin de ces outils-là. Alors, la question de... Redis-moi s'il te plaît. La question, c'est qu'est-ce qui a provoqué votre intérêt pour l'archéologie quand vous étiez jeune, en fait? C'est compliqué à dire. Je crois que j'ai toujours eu les pieds... Il y a quelques photos qui vont peut-être vous aider. Bien sûr. J'ai toujours eu les pieds bien ancrés dans le sol et j'ai toujours regardé le sol. Je crois que c'est aussi longtemps que je me souviens, je ramassais des trucs par terre. Alors des fossiles, là, comme j'en vois sur l'image, il y en a pas mal dans le Vexin. Et puis en grandissant, on a fini par comprendre ce que c'était. J'ai fini par comprendre ce que c'était et m'intéresser à d'autres détails, notamment tout ce qui est humain. Et ça, c'est la discipline de l'archéologie, c'est tout à fait fascinant. Très bien. Et est-ce qu'on peut poser exactement la même question à Anne, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et je pense que ça va être en fait la même réponse, c'est-à-dire c'est le plaisir de chercher, pas forcément de trouver, mais de chercher, de voilà, avoir un contact avec ce qui sort de terre, des vestiges assez anciens, qu'ils soient géologiques ou anthropiques. Voilà, depuis très jeune. Et il paraît que vous faisiez quand même un peu de vélo dans le Vexin et vous traversez bien le Vexin, donc c'est comme ça que vous l'avez apprivoisé, le Vexin. Donc la photo d'un vélo. Non? Alors oui, après je suis pas une grande cycliste, donc c'est peut-être un peu excessif de dire ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parcouru le Vexin, voilà, étant née dans le Vexin et ayant voilà, beaucoup cheminé dans le Vexin plus jeune. Et je crois que vous avez fait des études de l'histoire aussi, et surtout l'histoire médiévale, n'est-ce pas? Qui a aussi contribué. Oui, oui, bien sûr. Alors, Ouais. en fait, ma profession, c'est médiéviste. Hein. Je suis spécialiste du Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait ma thèse sur Rouen et la toute fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire après la guerre de 100 ans. Voilà. Oui. OK. Bah. Et également, je crois qu'on peut dire, hein, corrigez-moi si j'ai tort, mais je crois qu'on peut dire que aussi le musée archéologique de Guéry a contribué aussi à votre passion. Et je crois que aussi également, on peut même dire que là-bas, on trouve beaucoup de vos trouvailles d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors le musée archéologique de Guéry, j'espère que tout le monde y est déjà allé. C'est fondamental. Et puis, à titre personnel, j'ai une grande affection pour cet endroit, puisque en fait, l'association que nous dirigeons avec Anne, qui s'appelle le Centre de recherche archéologique du Vexin français, a créé ce musée.
dans les années 80, mais en fait, ça, c'était la date de la départementalisation du musée. En réalité, le musée est un musée associatif qui remonte à 1955, qui était soutenu à l'époque par la mairie de Guéry. Et c'est une histoire en fait archéologique qui remonte bien avant, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les fins des années 40, quand un groupe de campeurs du Camping Club de France, qui faisait de la spéléologie l'été, s'ennuyait l'été. Ils faisaient de la spéléo où il était, ils s'ennuyaient l'hiver. Et donc ils venaient camper dans le Vexin, malgré le froid, et ils faisaient des fouilles archéologiques. Voilà. Donc c'est une longue histoire, maintenant ça fait plus de 70 ans que ça dure, et nous sommes les petits descendants de ça. Donc le musée présente effectivement de très très nombreuses collections, issues notamment de 30 années de fouilles sur le site de Genainville que certains ont visité, et de bien d'autres sites. Voilà. Ouais. Et Anne, on va parler d'une fouille que vous avez fait, parce que je crois que vous commencez très jeune. Même quand vous étiez au collège, vous partez le week-end et en été et vous faisiez des fouilles très jeunes. Et je crois que là, on a une photo d'une fouille que vous avez fait à Nucourt. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi cette fouille-là est importante pour vous, en fait? C'est très simple, c'est la première que j'ai effectuée, enfin auquel j'ai participé, donc sur un très beau site à Nucourt, qui était un site compliqué, parce que c'était un site proto-historique, donc qui n'est pas forcément facile à déchiffrer, qui avait été repris au Moyen-Âge. Mais voilà, c'était un archéologue formidable en plus qui gérait le chantier, Christophe Toupé. Donc j'ai beaucoup appris, ça a été une belle école d'apprentissage. Effectivement, j'étais plutôt jeune puisque j'avais un peu moins d'une quinzaine d'années. Ah bah oui, voilà. C'est bien jeune. Et également, Stéphane, on va regarder vos premières fouilles aussi. Là, on vous voit très jeune. Je crois que vous faisiez déjà partie du CRAF, dont vous êtes le président maintenant, et on va en parler un peu après. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous décrire c'est une photo souvenir. Ah oui, il y en a plusieurs en plus. Oui, Si on revient sur la première, oui, je suis tout à fait à droite. Et c'est un bon souvenir, c'est les années 90. C'est une époque où, en fait, quand l'association a cessé de fouiller à Genainville, s'est refondée autour d'un groupe assez jeune à l'époque. Là, on est à Bray-Élu, devant la carrière de Bray-Élu. Mais on s'est reformé pour un chantier qui a duré 4 années en plein milieu des champs à Averne. Et là, ça a été une petite école de vie sympathique. Et ce qui s'est créé à cette époque-là dure encore. Voilà. Et les camaraderies, on voit bien. Mon avis, c'est très important, de la camaraderie que vous formez entre vous quand vous faites une fouille. Ça doit construire. Il y a dans la salle 2 ou 3 adhérents de l'association avec lesquels on fait certaines campagnes archéologiques, récemment au château de Guéry en Vexin et ailleurs. Évidemment, il y a cet esprit de camaraderie, il n'y a que ça même. Oui. C'est ce qui sous-tend toute l'activité. Oui, oui. Et la prochaine, voilà, je crois que aussi c'est une de vos premières fouilles aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est à Averne, ça. Donc c'est une ferme romaine, ce qu'on appelle une villa. Et sur cette villa, c'était implanté aux alentours du 5e siècle, un habitat du Haut Moyen-Âge, 5-6e siècle. Et là, en fait, la photo est marrante parce que, enfin pour moi, parce que c'est un de mes je suis en train de découvrir mon premier trou de poteau dans le Vexin, voilà, après en avoir fouillé quelques-uns en Picardie. Mais ouais, c'est un souvenir personnel. Et en fait, on passe pas mal de temps à allonger, à mon avis, allonger ou à genoux. On passe pas mal de temps à avoir mal au dos. Une certaine souplesse. Maintenant, on va parler un peu du CRAF, dont vous êtes le président. Et pendant que vous nous expliquez un peu le CRAF, on va montrer quelques photos de votre QG. Donc le CRAF, s'il vous plaît. C'est quoi le CRAF? Alors le CRAF, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une association qui est née en 63, mais qui avait une histoire bien plus ancienne, autour d'autres associations, Camping Club de France, Foyer rural de Guéry en Vexin et le Touring Club de France. En fait, c'est un regroupement de centres d'intérêt. Et le CRAF, en fait, c'est un centre de recherche au sens des sociétés savantes du 19e siècle. Quand il s'est créé, c'était son
son état d'esprit, Mhm. c'est-à-dire faire des fouilles, évidemment, faire de l'édition, parce qu'en fait, une fouille qui n'est pas publiée, c'est une fouille qui n'existe pas. Hein. Je rappelle que l'archéologie, c'est une science qui est destructive. On démolit en fait les couches qu'on fouille, donc il faut très très bien les documenter, sinon ça sert à rien. Et on perd l'information, elle est perdue pour toujours. Et puis il y avait un troisième volet qui était la présentation au public, c'est-à-dire ne pas garder les découvertes pour soi, mais les présenter. Mhm. Et ça, c'est ce qui a été créé en 1955. Qui a évolué dans les années 90 avec la création du musée. Alors maintenant, on est complètement indépendant de ça. Le musée est tout à fait autonome, évidemment, puisqu'il est départemental. Mais nous conservons un siège social à Guéry-en-Vexin. Ça, c'est une des plaques de visite du site de Genainville dans les années 60. Mhm. Donc on a quelques reliques, comme ça, qu'on aime beaucoup. Et donc ce siège social, c'est une maison. Il y a des possibilités d'y loger des fouilleurs pendant les campagnes de fouilles. On a un centre de documentation assez important, Très puisque important. depuis maintenant 1965, en fait, on édite une revue. Donc celle qui est là, il y en a quelques-unes du dernier numéro qui sont à l'entrée. Donc 45 numéros publiés depuis ces années-là. Et ce centre de documentation, en fait, il s'est créé parce que cette revue, on l'échange depuis toujours avec à peu près 60-70 sociétés savantes de même nature en France, à l'étranger. Donc on a un très très gros volume de données accessibles. On a aussi des collections anciennes de publications anciennes, dont très peu ont les originaux en réalité. Sans compter un fonds iconographique, des rapports de fouilles, une multitude de choses qui sont la conséquence de 70 années de recherche. Ouais, très impressionnant. Ok, mais merci beaucoup. Maintenant, on va parler un peu de la vie d'une fouille. Donc, la vie d'une fouille. Qu'est-ce qu'il faut faire, même avant de commencer à fouiller? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Je vais commencer puisque ça rejoint directement mon métier. Avant de commencer à aller sur le terrain ou d'envisager d'aller sur le terrain, il faut d'abord aller en bibliothèque, aux archives et renseigner toutes les informations qu'on possède déjà, tous les indices qu'on possède déjà, qui peuvent être ou dans des textes anciens pour les périodes historiques, ou dans la bibliographie, c'est-à-dire dans ce qu'ont écrit d'autres chercheurs avant nous pour des sites, pour tous les sites. Regarder les cartes, regarder éventuellement les photographies pour avoir un faisceau d'indices qui me permettent de dire que à cet endroit-là, très probablement, il y a des choses intéressantes à investiguer. Donc voilà pour la partie en tout cas préalable, ce qu'on appelle les recherches juste avant d'entamer des recherches de terrain. Et aussi des financements, je crois aussi. Alors oui, il y a différentes sources de financement. On a déjà nos fonds propres, hein, puisque Stéphane l'a dit, on est éditeur, donc ça nous rapporte une partie des revenus. Et puis on reçoit aussi des subventions. En fait, l'archéologie, c'est extrêmement encadré. On ne peut pas décider comme ça de se mettre à creuser dans son jardin ou dans un champ. Il faut demander une autorisation au service de l'État, notamment au service régional d'archéologie. C'est dans ce but qu'on fait un pré-dossier de fouille, c'est-à-dire qu'on va rassembler toutes les informations. On va aussi présenter l'équipe qui va fouiller pour en attester le sérieux et en fait la solidité scientifique. Voilà, on ne peut pas confier n'importe quel site à n'importe qui, parce que Stéphane l'a dit, c'est destructeur. Donc une fois que l'information est perdue, elle est perdue. Donc il y a tout un protocole comme ça de demande d'autorisation. Et effectivement, au sein de cette demande, il y a également des demandes de fonds pour les gros projets. Voilà. L'État, dans ce cas-là, participe un petit peu au financement et au coût de ces fouilles. Et ce dont je parle, c'est pour l'archéologie qu'on pratique, c'est-à-dire l'archéologie programmée qui est sur projet, qu'il faut différencier de l'archéologie préventive qui intervient avant des travaux et qui n'est pas du tout ce qu'on fait dans le Vexin. Oui. Et c'est grâce à l'absence de l'archéologie préventive dans le Vexin que le Vexin est un lieu presque vierge pour vous niveau archéologique, n'est-ce pas? Non, dans le sens où en fait c'est deux archéologies qui sont complémentaires et en fait c'est deux temporalités archéologiques qui sont différentes, donc l'un n'exclut pas l'autre. D'accord, ok. Ouais. Et ce qui est vrai en revanche concernant le Vexin, c'est que c'est une zone où il y a très peu de gros aménagements. Oui. Et donc il y a très très peu de fouilles préventives. Oui. Il y en a un petit peu
dans la partie est du Vexin, sur Pontoise, sur des zones comme ça. Mais en réalité, quand on rentre dans le cœur du Vexin, il n'y a quasiment aucune opération préventive qui a eu lieu depuis très très longtemps. Oui. Donc le terrain est vierge, oui, il est intact en tout cas. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va regarder une série de 7 photos de fouilles à lesquelles vous avez participé. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques lignes, s'il vous plaît? Alors oui, ça c'est Guéry-en-Vexin. C'est la résidence aristocratique dite du Cabin, qui est une résidence Renaissance, et qu'on a fouillé partiellement en 2018 avec un archéologue qui s'appelle Jean-Louis Bernard, qui avait l'autorisation de fouille, et avec les propriétaires du château, évidemment, qui nous laissent accès à leur terrain pour de multiples opérations entre 2018 et 2021. Ok. Voilà, donc le Cabin. Super. Là, on est plus dans les techniques. Là. Alors ça, c'est une vue de Anne, en train de fouiller un carré de fouille à Véteuil, en 2017, si je ne dis pas de bêtises. 2017, ouais. Et en fait, on est sur un site néolithique à Véteuil, un site de transformation. C'est-à-dire que les néolithiques, au néolithique moyen, on va dire autour de 4500 ans avant Jésus-Christ, descendaient dans les vallées, là où il y a des affleurements de craie, récupéraient du silex, les remontaient au-dessus des niveaux de calcaire et faisaient un premier débitage, très vraisemblablement pour les déplacer des pièces façonnées un peu plus loin sur les hauteurs où se situaient les habitats. Donc Véteuil, ouais. Ok, merci. Là, vous utilisez quoi exactement? Là, on utilise une pompe, puisqu'on est à Saint-Clair, dans la plaine alluviale, en 2012. C'est les recherches archéologiques terrestres à proximité du château. Et donc, comme vous pouvez le constater, la nappe phréatique remonte et inonde la tranchée de fouilles. Donc, comme les Shadocks, on pompe. Alors ça, je vais commenter. Ça, c'est 2009. C'est le parvis de la cathédrale de Pontoise. Là, c'est pas une opération de recherche archéologique programmée, c'est un sauvetage urgent, donc je vais taire les conditions. Mais bon, on a sauvé un peu la place dite du Petit Martroi, c'est-à-dire on est vraiment juste en face les 3 portails de la cathédrale. Et il fallait intervenir en urgence sur une bonne surface. Donc ce que vous voyez au premier plan sont des inhumations assez récentes, probablement du 19e siècle. Pourquoi en urgence? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pourquoi en urgence? En urgence parce qu'en fait, les travaux n'avaient pas été déclarés d'une manière absolument parfaite. Ah. Il aurait dû justement y avoir une opération d'archéologie préventive cette année-là. Et comme le dossier avait été mal monté, il a fallu intervenir très très vite, à la demande de la DRAC, je précise, c'était un service, pour éviter une catastrophe. Bravo. Ok, et celui-là? Alors, on était 2018 et on est sur la chaussée Jules César au niveau entre Khomeiny et Guéry, où elle coupe la route à cet endroit-là. Il s'agissait d'une collaboration avec le PNR pour remettre en place une structure de médiation et remettre en avant la coupe de la chaussée Jules César qui existe à cet endroit-là, et en élargissant les fouilles de cette portion, on a mis au jour effectivement de nouvelles structures d'inhumation et puis voilà, en bordure de voie, donc c'était assez sympathique. Okay. Ce sont des inhumations du IVe siècle. Là, on est sur une chaussée? Non, c'est toujours le château de Guéry. Ce que vous avez vu, la première image que vous avez montrée, c'était le premier château. Et là, on est on est dans le parc du château actuel. Donc, c'est une fouille de jardin, en fait. On est en train de fouiller un bassin 17e d'un parc classique. OK, merci. Et après... Ah oui, celle-là, ça me fait rire, celle-là. On dirait que c'est un peu comme les travaux dans les rues, en fait. Il y a un qui creuse et tous les autres regardent. J'adore. C'est un jour de visite des copains plongeurs, on va en parler certainement après. En fait, on essaye de faire venir le maximum de personnes pour se former sur les différents terrains. Ah, donc ils sont en train d'être formés, c'est ça? C'est pour ça qu'ils regardent. Ouais, mais en fait, avec François, et je suis à droite, on est en train de fouiller 2 sépultures. Lui est en train de fouiller une incinération.
tout à l'heure. Hein. Moi, c'est la même, mais on voit un petit vase à Mm. droite de la sépulture de gauche. Voilà, et moi, je suis en train de fouiller une inhumation d'un enfant, donc c'est assez difficile à faire quand on Ah. n'a pas l'habitude. Bah oui. Ok, merci. Et à la fin d'une fouille, non, il faut quand même savoir que pendant une fouille, il y a beaucoup de documentation quand même. Prenez beaucoup de temps à documenter tout ce que vous faites. Et à la fin, si vous finissez sur une fouille, excusez-moi, avec l'intention de revenir l'été d'après, qu'est-ce que vous faites avec cette fouille? Bah, c'est très simple. Une fois qu'on a réalisé toutes les minutes de fouille, c'est ce que je suis en train de faire là sur la photo. Quand on est sûr qu'il ne nous manquera rien, on rebouche. On protège. C'est le meilleur moyen de préserver un site, c'est de le reboucher. Donc en fait, si vous revenez, vous juste bâchez. Et si vous ne revenez pas, vous rebouchez avec la terre, c'est ça? En général, on met un géotextile, un peu de D'accord. sable, et puis on rebouche. Oui. Et ça doit être un moment difficile, n'est-ce pas, pour Non. revoir un site sur lequel vous avez passé des mois et des mois? Non, fondamentalement non. Non. Parce qu'en fait, on a collecté tout ce qu'on avait à collecter. Ok. En règle générale, c'est des bons souvenirs. Oui, On a pas mal de photos. oui. Et donc, Je confirme. on sait qu'on va passer à un autre projet. D'accord. Et ça pose aucun problème. OK. Et après, du coup, là, vous passez dans une période hors fouille, où vous êtes en train de... dites-nous, parce que là, on Ouais, dirait alors une ça, grande puzzle. Hein? ça, c'est une période de post-fouille. Celle-là a été compliquée parce qu'elle a été très très longue. Ça, c'est un atelier de potier carolingien du 9e siècle qu'on a fouillé. C'est vieux, 1997-98. Hein, et il nous a fallu près de 15 ans pour remonter à peu près tout ce qu'on pouvait. Donc il y a 85 kilos de céramique. Ce sont des gros pots à cuire standardisés, voilà, de la période carolingienne. Après, c'est assez exceptionnel d'avoir fait cette découverte. Hein. J'imagine. Puisque en fait, c'est le premier atelier de potier de la période qui est trouvé dans le Vexin et même dans le Val d'Oise, je crois. Donc voilà, c'était assez extra pour l'époque, mais ça a été très long à en faire la post-fouille parce que c'est très technique, c'est de la céramologie. Et Voilà, il faut imaginer que c'est comme si on avait mélangé des centaines de boîtes de puzzle et qu'il fallait retrouver non seulement le motif du puzzle, mais aussi les rassembler toutes les pièces, donc c'est un petit peu long. Voilà, a posteriori, en fait, on sait que maintenant qu'on avait sur 1,5 m², 122 céramiques qui ont été cassées les unes sur les autres. Hein. Des volumes d'à peu près 20 Oui, il fallait beaucoup de patience et puis il fallait surtout une équipe. Ouais. Oui. Bon, super. Maintenant, on va passer, et voilà, le fameux livre, un parmi beaucoup. Maintenant, on va regarder quelques outils. C'est le type des outils qu'on marche dessus quand on balade. Sous nos pieds, on n'aurait jamais imaginé en fait que c'était des silex qui étaient peut-être, possiblement, utilisés par l'homme préhistorique. Donc là, on a une collection, juste une phrase sur chaque. Alors quand on a fait la visite du dépôt de fouilles avec Laura, elle a été très très fascinée par les silex taillés. Ah oui, non, mais je trouve ça impressionnant. Donc elle en a photographié pas mal. Alors, ce que vous voyez, c'est 2 fragments de hache, à gauche une hache taillée et à droite une hache polie. Parce que si on marchait dessus, on ne croirait jamais que c'était une hache, non? Il faut la ramasser. Oui, néolithique. Oui. Et là, c'est des ciseaux. C'est ce qui s'appelle ciseaux. À droite, c'est un ciseau. À gauche, c'est plutôt une coche. Donc, c'est pas tout à fait le même usage. Non. Le ciseau sert à peu près à la même chose qu'un ciseau à bois aujourd'hui. Et une coche, ça sert à racler des bois pour en adoucir le profil. Et après, on a un petit film pour vous montrer. Ça, c'est une touchoir. Oui, alors, je ne suis pas un liticien, moi. Hein, donc, je suis pas un spécialiste de la taille de silex. C'est très compliqué à faire. Bon, la gestuelle, elle n'est pas parfaite sur la vidéo. Je m'en excuse. Bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais le principe, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez dans la main un outil qui percute et de l'autre côté, ça crée un éclat, tout simplement. Alors, il peut être très gros, très petit, suivant la force qu'on donne, suivant la nature du percuteur, qui n'est pas toujours en pierre, qui peut être en bois, en buis ou en matière animale, des bois de serre, des choses comme ça. Ok, très bien. Après, c'est une ça, c'était pour simuler avec les moyens du bord la manière dont on utilisait un perçoir.
On faisait des trous tout simplement. Il y en a de toutes les tailles. Donc là, c'était voilà, pour percer des trous dans des os, en fait. Dans tout, surtout dans du bois, Le bois. du cuir, oui. Du cuir, En oui. os, pour la période néolithique, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout les Romains qui étaient spécialistes, la proto-histoire et l'époque romaine. D'accord. Bon, ça, c'est un grattoir, donc sur ton manteau, normalement, on fait ça sur du Oui, cuir, mais c'est mieux. On va imaginer sur du Voilà, cuir. l'idée, Avec en de la fait, c'est de plume. tanner les peaux. Voilà. Avec des poux. Ça, c'est des très bons exemples. Alors ça t'a plu, c'est les Ah ouais. coches. Celle de gauche, elle permet de rectifier des petites armatures en bois, par exemple pour faire des flèches. C'est pas très grand, ça fait 5 mm à peu près. Et celle de droite est beaucoup plus large, pas pour le même usage. Bah, je cherche toujours des coches maintenant quand je balade. Et on a même un film pour montrer comment c'est utilisé pour une manche de flèche. Alors c'est pas un outil original, je ne me permettrai pas de jouer avec un vrai. Mhm. Voilà, mais l'idée c'est ça à peu près. Et finalement, un percuteur. Oui, un percuteur, c'est à peu près le même geste que tout à l'heure. Voilà. Oui. Ah, très bien. Bah, tout ça, on peut trouver. Ça... Oui, mais il Ça- ne faut pas chercher Mais activement il ne faut pas chercher, non. pour faire une collection privée, s'il vous plaît. Non. Ah. OK. Et Anne, pendant que Stéphane est en train de fouiller sur Terre, vous êtes en train de fouiller sur l'eau. Donc, vous pratiquez l'archéologie subaquatique. Donc, je ne sais pas si j'étais le seul de ne jamais entendu parler, mais ça m'a fascinée. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Là, on a quelques photos de vous en train de... Là, vous avez trouvé quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors juste pour dire, on fait ça en synchrone, c'est-à-dire que je fais de l'archéologie terrestre et Avec Stéphane l'équipe. est avec Oui. moi en archéologie subaquatique. C'est Tout juste à fait. deux temporalités qui sont différentes. Donc l'archéologie subaquatique, comme son nom l'indique, ça consiste à fouiller sous l'eau. En général, vous connaissez plutôt l'archéologie subaquatique en mer. C'est plus relayé, on va dire, médiatiquement, les découvertes d'épaves ou de villas et de mosaïques englouties en Méditerranée. Mais ça peut aussi se pratiquer en rivière, et c'est ce qu'on fait dans le Vexin français. Alors il n'y a pas beaucoup de rivières qui s'y prêtent, mais par contre, l'Epte qui s'y prête particulièrement bien. Cette rivière qui fait la frontière entre la Normandie et l'Île-de-France. Donc on y est maintenant depuis pas mal d'années. Sur le site que l'on voit sur l'image, on y est depuis 2015, donc ça commence à faire un paquet d'années. Et c'est un site antique qui a à peu près 1700 ans et qui est caractérisé par une implantation massive de pieux en chêne au sein de la rivière. Il faut savoir que l'intérêt de fouiller sous l'eau, c'est de trouver des matériaux qu'on trouve très difficilement en terrestre à cause de la conservation. Et ainsi, tous les matériaux organiques, comme le cuir, le bois, eh bien, ils se décomposent dans le milieu terrestre et on ne les trouve pas en fouille. Donc, quand on fouille une rivière ou un milieu humide, on a cette chance de découvrir ces matériaux. Et donc, là, vous me voyez en train d'enregistrer, puisqu'en fait, sous l'eau, c'est comme sur Terre, c'est tout aussi destructeur. Donc, il faut enregistrer les structures qu'on fouille, enregistrer le matériel que l'on trouve. Donc là, en l'occurrence, on a retiré un pieu de la rivière pour l'étudier. Je pense qu'on verra des photos après. Et donc, je suis en train de photographier la zone, ce qui n'est pas évident. Et puis là, vous voyez Stéphane qui est en train de dessiner sous l'eau. Là aussi, c'est un peu compliqué, mais même principe, il faut des minutes de fouille, c'est-à-dire il faut un enregistrement de terrain. Et puis, on utilise également des aspirateurs à sédiments, c'est l'espèce de tube que vous voyez sur le côté, pour aspirer les sédiments et accéder aux couches archéologiques qui se trouvent au fond de la rivière. Donc là, on est sur un site qui est caractérisé par environ 200 pieux en chêne qui sont implantés de manière alignée, qui ont des traces de taille. Donc on est complètement sûr que c'est une implantation anthropique, que ce sont des hommes qui sont venus exprès mettre ces pieux dans la rivière. Et donc il nous reste un peu à comprendre de quoi il s'agit. Il y a de fortes suspicions qu'il s'agisse d'un moulin. Peut-être une pêcherie y est associée. Mais voilà, il reste encore quelques points à éclaircir dans les années qui viennent pour pleinement comprendre ce site qui est complexe, mais très intéressant. Oui, et du coup, effectivement, c'est une opération de fouille qu'on mène conjointement, et le Centre archéologique du Vexin français et le Club d'archéologie subaquatique du Val d'Oise, qui sont des plongeurs. En fait, on mutualise nos connaissances pour arriver à
plonger et fouiller en même temps, puisque comme vous le voyez, on plonge en bouteille, c'est un équipement qui est lourd, il faut une technique pour plonger, il faut des niveaux et un encadrement, ça ne s'improvise pas. Et donc voilà, on a besoin de ces 2 structures pour permettre de mener à bien ce projet. Et pour la petite histoire, j'ajoute juste un truc. En fait, on s'est rencontrés les 2 associations. Je vois Alain Schmitt qui est juste au premier rang. On s'est rencontrés un jour de Journée européenne du patrimoine sur le site de Genainville. Nous, on faisait les visites, on tenait un stand et eux venaient visiter. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu grâce à toi. Et je crois qu'il y a peu d'équipes savoir critique en France, n'est-ce pas? Alors, Vous de êtes une des- bénévoles subaquatiques, il y en a effectivement assez peu, en archéologie, tout simplement parce que c'est compliqué. Il faut une structure, des bouteilles et ainsi de suite. Il faut aussi une autorisation, il faut une double autorisation. Il faut non seulement une autorisation de la DRAC, comme toutes les fouilles archéologiques, mais il faut aussi une autorisation du DRASM, de l'archéologie subaquatique. Donc c'est en lien en plus avec les niveaux de plongée. Donc effectivement, ça rend cette pratique archéologique plus compliquée et plus rare, et surtout en eau intérieure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les eaux intérieures, c'est toutes les rivières. Super. Bon, oui. Oui, on va commencer, on va continuer. Et juste une petite question pendant qu'on va faire tourner un petit film. Pourquoi le vexin? Mais tout à l'heure, on a pas mal expliqué. Mais pourquoi le vexin, Stéphane? On y est né. Oui, vous y êtes né, vous êtes fidèle. Et ça vous Ouais, et puis enrichit c'est une tellement. c'est une région incroyable, le patrimoine, le petit patrimoine, comme on dit. Oui. Et le patrimoine enfoui est absolument colossal dans le Vexin, puisque Oui. ce sont des terres fertiles depuis toujours. On a commencé à défricher au néolithique. À l'Antiquité, ça s'est beaucoup accentué. Et aujourd'hui, c'est un paysage agricole et de forêt. Donc il y a beaucoup de vestiges enfouis, toutes périodes confondues, Oui. parce qu'en fait, ça a été une zone très très densément occupée depuis le néolithique à peu près. Plus de 35 000. Pas 35 000. 35 000 ans, c'est une période qu'on appelle le moustérien. On trouve quelques outils aussi anciens, des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient. Oui. Mais à cette époque-là, il n'y a quasiment rien. Non. OK. On va maintenant, Stéphane et Anne vont vous proposer un petit itinéraire que vous pouvez faire pendant un long week-end plutôt qu'un short week-end dans le Vexin. Donc, on va passer, pour ne pas prendre trop de temps de notre prochain invité, on va passer assez rapidement, mais on va quand même juste citer les lieux de chaque site qui est représenté dans les photos. Donc, le premier site, il faut y aller à tout prix. C'est indispensable. Voilà. Numéro 1, en bien plus, sûr, je le vous musée. conseille, en ce moment, il y a une exposition sympathique qui est faite à base de Lego. Ça peut paraître idiot comme ça. Mais on a notamment le site antique de Genainville que vous êtes allé visiter, qui a été reconstitué avec cette méthode. Et c'est très didactique. Et pas que pour les enfants. Donc, je vous conseille. Les collections permanentes sont superbes, par ailleurs. Donc ça, c'est chouette. Voilà, en voilà une pour petite départ. partie. Ça, c'est des garnitures de ceinture du 7e siècle mérovingienne. Donc, c'est plutôt le musée d'abord. Après, il y a un autre musée qu'on recommande énormément, c'est le musée d'outils. Oui, à 2 titres. Alors déjà parce que les collections rassemblées par Claude et Françoise Pijard sont assez impressionnantes. Et ensuite parce que c'est construit sur un balnéaire romain, c'est-à-dire un système de chauffage de bains romains très bien conservé. Alors c'était l'image d'avant. Et donc il y a assez peu des dalettes d'hypocauste, c'est-à-dire le chauffage par le sol. Et du coup, pour ces 2 raisons, ça vaut le coup d'aller visiter ce musée. Et une troisième place, c'est un endroit que vous aimez beaucoup. C'est la Ça, c'est découverte pareil, c'est de Montréal. incontournable. Juste une petite... Un peu trop vite. Voilà. Bon, la découverte du bois couturier à Guiry en Vexin. Alors, dans le Vexin, il y avait pas mal de sites funéraires néolithiques. Ils ne sont pas tous accessibles. Beaucoup sont en mauvais état. Mais celui de Guiry en Vexin est pas mal protégé. Ouais. Et après, on a bien sûr le fameux site à Genainville. On me voit à moi, mais il faudrait mettre en valeur le site. C'était chouette comme photo. Voilà, Genainville. Là, je suis devant le Nymphée de Genainville qui était
le bassin sacré, probablement une des raisons majeures pour lesquelles au IIe siècle on a construit un temple colossal en faveur de vertus curatives des eaux. Et après, on a le village de Bézu, qu'on trouve dans une forêt, côté de Chérence. Je recommande énormément. Je recommande vivement. Ouais, moi aussi, je trouve ça parce que chouette. c'est très sympa si vous voulez voir une ruine romantique du 19e siècle. Le village a été abandonné au début du 20e. C'est à Chérence, dans un bois qui est pas très loin de carrières qui ont servi notamment pour la construction des fondations de la Madeleine à Paris. Et le petit village est très très mignon, c'est superbe. Il y a encore des caves souterraines, etc. Il y a plusieurs photos de Bézu. Et puis Voilà. ça rappelle que l'archéologie, ça ne s'arrête pas. On a beaucoup parlé de la préhistoire et de l'Antiquité, mais ça ne s'arrête pas à ces deux périodes. Et jusqu'au 19e, on a différents types d'archéologie. Bézu rappelle que ça peut être beaucoup plus contemporain. Et Anne, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la Roche-Guyon? Alors déjà parce que ça fait partie de la barrière de châteaux édifiés au Moyen-Âge sur le long de la frontière, avec Gisors, Château-sur-Epte, Saint-Clair-sur-Epte, et que c'est un très beau château médiéval. Et parce qu'effectivement, il est repris à plusieurs époques, et donc on peut faire ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti, c'est-à-dire regarder sur la façade du château les différentes étapes. L'archéologie, en fait, c'est une méthode de lecture, ou des couches dans le sol, ou des élévations. Et donc, du coup, le château de la Roche-Guyon s'y prête bien. Oh, super. Mais merci beaucoup. Merci J'ai beaucoup. une petite reproche. Est-ce que je peux juste... J'ai une petite reproche à Stéphane et Anne à faire. Et ça, c'est que je baladais mon chien avant et je regardais toujours autour de moi. Et malheureusement, maintenant, quand je balade mon chien, je regarde que par terre. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va peut-être quand même voir si... on va prendre juste une question, parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Mais si quelqu'un veut poser une question, est-ce qu'il y a un candidat à une question? Moi, je connais bien les noms des périodes, mais je ne sais pas exactement de quand à quand ça se situe. Et c'est vrai que je trouve que ce serait intéressant d'avoir plus de précision. Alors, il faudra venir nous voir. Ouais. Bon, je peux répondre en quelques grandes lignes et avec une découpe à la hache. Dans le Vexin, tu vas avoir une période qui est très peu représentée, en fait, qui est le Paléolithique supérieur. Donc, tu vas avoir quelques traces d'outillage entre 30 000 et 10 000 ans à peu près. Ensuite, il y a une période qui s'appelle le Mésolithique, qui dure quelques millénaires et qui fait la transition avec le Néolithique. Donc, pour te situer, le Néolithique, les phases anciennes, c'est aux alentours de 6500-7000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on a des traces dans le Vexin. C'est densément occupé à partir du Néolithique moyen et très densément occupé, pour les populations de l'époque, à partir du Néolithique final, c'est-à-dire l'époque où en fait on crée les allées couvertes. C'est ce qui reste de plus visible dans le paysage. Voilà. Le néolithique, c'est en gros la sédentarisation et l'agriculture, c'est-à-dire que les hommes commencent à se fixer à un endroit et arrêtent d'être itinérants. Voilà, ensuite, tu as les périodes qu'on appelle proto-historiques. Donc pour simplifier, mais vraiment très très largement, c'est les âges des métaux, âge du bronze, âge du fer. L'âge du fer, c'est les Gaulois. Ensuite, il y a la conquête romaine. Donc on englobe tout ça dans une grande phase qu'on appelle l'Antiquité. L'Antiquité romaine perdure jusqu'au IVe siècle. L'Empire d'Occident s'effondre, donc à partir de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, fin 4e, 5e siècle, tu as une transition vers ce qu'on appelle le monde mérovingien, le haut Moyen-Âge. Voilà, donc époque mérovingienne qui dure 200 ans, enfin 150 ans à peu près, l'époque carolingienne, et puis après on atteint les phases historiques dont Anne saura bien davantage parler que moi. Alors après, c'est beaucoup plus simple. Le Moyen-Âge, c'est une très longue période qui en gros commence au 5e siècle, effectivement, avec les mérovingiens, et se termine à la fin du 15e siècle, on dit avec la découverte de l'Amérique, mais c'est un peu excessif, en tout cas avec la Renaissance. Ensuite, il y a l'époque moderne, du 16e siècle jusqu'à la Révolution française. Et puis, à partir de la Révolution française, on considère qu'on est rentré dans le monde contemporain, donc qui va de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Laura. Merci, Laura. Merci, Stéphane, Anne.